Bonjour à tous, les coulisses de la science ont décidé de consacrer cette émission à un objet volant bien identifié. Né dans le monde militaire pour des missions d'observation et de surveillance en territoire ennemi, le drone a fait son apparition dans le monde civil. D'origine anglaise, le mot drone, qui signifie bourdon ou bourdonnement, est communément employé en français en référence au bruit que font certains d'entre eux en volant. Les drones professionnels, c'est tout de suite sur NCTV. Tout de suite, nous prenons la direction de la capitale. Nous allons dans une entreprise où leurs drones sont utilisés dans un but bien précis. Et pour comprendre à quoi servent-ils exactement, je leur laisse le soin de vous expliquer. Un drone, c'est un appareil volant la plupart du temps qui est télépiloté. Donc c'est un aéronef qui va être piloté sans avoir de pilote à l'intérieur, donc depuis le sol, par différentes technologies et qui va permettre en fait de faire évoluer un avion, un quadricoptère. Il y a différents types de drones et en fait la définition toute simple, c'est le fait de pouvoir, c'est ce qui le définit, c'est qu'il est piloté par le sol et qu'il n'y a pas de pilote à l'intérieur de l'appareil. Donc là on a deux types de drones différents. Déjà il y en a un qui est ce qu'on appelle la voilure tournante et qui va permettre de faire des vols stabilisés, et un autre qui est un avion et qui lui ne permettra pas de faire des vols stabilisés mais qui va avoir une autonomie beaucoup plus importante et une vitesse bien plus importante que celle du quadricoptère aussi pendant sa prise de vue. Les deux objectifs sont bien distincts. Avec celui-ci, on va pouvoir faire des prises de vue, on va dire classiques, des visites virtuelles et également de la topographie, mais à petite échelle. Donc il est muni soit comme aujourd'hui d'un capteur appareil photo, soit d'une caméra. Et il permet en fait de faire des vols en stationnaire, donc de rester à certains endroits pour pouvoir vraiment prendre la prise de vue que l'on souhaite. Oui, bonjour, Société Air Project à l'appareil. Voilà, je vous appelle pour vous dire que je vais faire un vol ou deux vols à la ZIPAD de Païta. Et donc hauteur max 100 mètres. Et ben c'est bon, on peut y aller. Ils sont prévenus, je les rappelle à la fin. Allume l'appareil photo. Donc là le drone fait son initialisation. Il va se programmer, se donner une base 0 par rapport à l'endroit où il est, faire un étalonnage de ses capteurs et voir si tout fonctionne bien, essayer de capter les satellites pour avoir un signal GPS. Et une fois que c'est bon, Rudolf au pilotage va avoir l'ensemble des données qui vont apparaître sur son pupitre pour lui dire où se trouve le drone dans l'environnement, comment il va, quelle est sa température des différentes cartes et de l'électronique, des moteurs également, est-ce qu'il a un retour vidéo. Donc on va faire un check-up complet de la machine via ces capteurs-là et ensuite on pourra effectuer le vol. Ben, c'est quand tu veux, le drone est prêt à décoller. Donc le pupitre, comme on le disait tout à l'heure, tous les boutons sont bien répartis, les deux mains sont bien occupées. Donc là je cadre bien évidemment la photo, le sujet qui nous intéresse par rapport à la mission. Et ensuite donc j'ai le bouton de déclenchement ici. Donc je cadre, je regarde sur mon retour si le visuel me convient et je déclenche. Donc en fait on a différents types de drones. Historiquement on a opté pour un drone relativement polyvalent. On a investi en fait auprès d'une société française qui développait à la base des drones pour l'armée française et la gendarmerie. Ils ont adapté un drone à des besoins civils et donc qui correspondait aux besoins en termes de polyvalence des missions que nous on allait avoir ici. À la base, quand on a développé la société,
nos clients nous demandaient essentiellement des belles photos. Donc c'était parfait pour pouvoir prendre le temps de sélectionner le cliché et d'avoir la vue qu'on voulait. Et puis les clients ont été petit à petit attirés vers des choses de plus en plus techniques et complexes. Et du coup, on s'est lancé il y a maintenant 4 ans dans le domaine de la restitution photogrammétrique. Donc c'est en fait la topographie par des moyens aériens et par drone. Et on a investi récemment dans un avion pour faire face à la demande qui était croissante en fait en termes de surface. Et du coup, on a aujourd'hui un drone qui est exceptionnel pour ce qu'on a à faire, qui est un drone avion et qui a des capacités pouvant aller jusqu'à 1000 hectares par jour couverts, alors que le quadricoptère à la base nous fournissait aller jusqu'à 300 hectares par jour. Donc là, on va faire un vol avec le drone avion. C'est assez simple, en fait, on va aller le positionner à l'endroit où on souhaite qu'il commence son vol et qu'il atterrisse. Donc là, en fait, on va pouvoir voler avec un certain nombre d'instruments. On a un appareil photo qui est intégré à l'intérieur. On va pouvoir naviguer en fait et faire évoluer le drone grâce à différents capteurs. Comme je le disais, il y a le GPS en RTK. On a ici une antenne radio qui va servir de communication avec notre station de pilotage au sol. Ensuite, on a également une sonde pitot qui va nous permettre d'avoir des informations sur la vitesse du drone, sur le vent, qui va servir notamment à toutes les translations et les possibilités d'atterrissage pour qu'il puisse choisir son cône et le meilleur cône d'atterrissage possible. Et on voit une petite LED à l'intérieur qui indique en fait le statut de l'ensemble du drone. Est-ce qu'il est prêt à voler ou pas? Donc là, c'est le cas. Et on va bientôt l'envoyer pour le décollage. Donc là, on va prendre le drone, le secouer 3 fois. Voilà, il s'initialise. Il va monter en régime. Moi, je vérifie qu'il réagit bien au mouvement et je l'envoie. Donc en fait là le drone il est parti sur une mission. Nous on lui a programmé sa mission en avance et là en fait il est parti en automatique. À partir du décollage jusqu'à l'atterrissage, il va fonctionner de manière automatique. 50, Donc là il nous annonce l'ordinateur qu'il est à 50 mètres de l'atterrissage. 30, 20, 10. Et atterrissage. Donc là en fait le drone a fait un plan de vol totalement automatisé. Depuis le décollage jusqu'à l'atterrissage, son plan de vol s'est fait en automatique. Donc là on vient de faire le vol, l'ensemble de l'acquisition d'images. Et maintenant le plus gros du travail commence parce qu'il s'agit de retraiter ces images et de pouvoir avoir un produit fini à la fin à livrer au client. Donc je vous propose d'aller voir tout ça au bureau. En fait, quand on travaille sur l'analyse de parcelles, de la photogrammétrie, de la topographie ou des zones agricoles, l'objectif c'est de capter l'ensemble d'une parcelle définie, d'une surface définie, et d'avoir des photos qui recouvrent l'ensemble de cette parcelle-là. Une fois qu'on a fait l'acquisition en fait, de ces images par couple de photos, on va ensuite les analyser, c'est-à-dire qu'on va les trier déjà entre elles. Ces fichiers sont ensuite envoyés en traitement. On fonctionne avec ce qu'on appelle l'aérotriangulation, donc on va trianguler grâce à ces couples de photos qui se recoupent justement, de manière à avoir un modèle numérique de terrain. C'est-à-dire qu'on va pouvoir en gros scanner le terrain et avoir comme rendu le terrain en 3D de manière numérique, en éliminant l'ensemble des arbres et de la végétation qui aura été prise en photo. Ce qui va nous permettre d'avoir en fait vraiment la structure même du terrain, c'est ce qui intéresse nos clients, notamment les sociétés minières ou les sociétés des aménageurs privés ou publics. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui se développent. Ça va de la recherche
minière jusqu'à potentiellement de la livraison par drone. Donc on n'y est pas encore, c'est en cours de développement. Il y a des grosses firmes qui travaillent à ce genre de projet, mais pour l'instant, on est encore loin de pouvoir livrer des colis par drone. Au-delà de ces applications cartographiques, certaines applications privées sont en plein essor. C'est le cas de Gilles Chabot et d'Éric Marty, qui ont fait de leur drone leur meilleur allié pour filmer la beauté des paysages calédoniens sous un autre angle de vue. Laissons-nous transporter à travers leur prise de vue aérienne. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, les particularités techniques de ce drone, c'est que c'est un hexacoptère. Il a 6 bras, 6 hélices. Pourquoi on a fait ce choix? C'est parce que plus on a d'hélices, plus on porte. On peut voir dessus un parachute qui est obligatoire dans le cadre du type de scénario que l'on vient de faire, le scénario S3 en agglomération. Agglomération, survol de personnes, survol d'animaux. Là, on a vu, on a un train d'atterrissage qui est rentrant. Donc ça, c'est extrêmement agréable pour le cadreur parce que d'un seul coup, il a tout le champ de vision qui lui est ouvert. Derrière, on a pu voir la batterie. Donc ce drone est électrique. Hein. Il en existe avec des moteurs thermiques qui sont beaucoup plus gros, mais nous, c'est un moteur électrique. C'est entièrement en carbone. Ce drone fait moins de 4 kg. Donc il est complètement écologique. Donc du coup, je vais régler la distance horizontale et la distance verticale. Donc il va être de 100 mètres pour l'horizontale et 150 mètres pour le vertical, car nous sommes en scénario de vol S3 au-dessus d'une agglomération. Donc c'est les limites qui sont imposées par l'aviation civile. Vas-y. Vas-y, va sur la droite. À droite. Viens là, Papoulet. Pas mal. Donc là, en fait, nous sommes deux aujourd'hui pour ce type de drone parce qu'en fait, on a une nacelle qui peut faire des rotations à 360 degrés. Donc le problème d'être tout seul dans ce genre de machine, c'est que pour piloter la nacelle et piloter le drone, ça commence à devenir très compliqué. Donc, le retour vidéo n'affiche pas forcément l'axe d'orientation de la machine. Donc en fait, nous avons une personne qui s'occupe de garder tout le temps le drone à vue et de s'occuper de son vol et du coup de régler tout ce qui est niveau de batterie, altitude, distance, vitesse. Et après, nous avons donc un cadreur, en l'occurrence moi, qui donc du coup pilote la nacelle et déclenche les photos et les films. On fait un vol en VFR, c'est-à-dire que je ne quitte pas mon drone des yeux. Parce que c'est le principe de notre métier, c'est-à-dire que notre drone en scénario S3 ne peut pas s'éloigner à plus de 100 mètres et on ne doit pas le perdre de vue. Le télépilote ne doit pas le perdre de vue, donc je le suis des yeux. Vas-y, monte un petit peu. Vas-y, une petite translation à la droite, s'il te plaît. Parfait. Garde la vitesse. Continue de monter. Ouais, continue. Ok, vas-y, bloque tout maintenant. Parfait. Je vais faire une photo. Alors pour ce type d'appareil-là qu'on vient d'utiliser, on utilise quand même un APS-C de 24 millions de pixels. En fait, on a opté pour cet appareil-là parce que c'est celui avec lequel on a le meilleur rapport poids-qualité d'image. Et parce qu'il faut savoir que le moindre gramme qu'on rajoute sur notre machine nous enlève de l'autonomie de vol et également de la stabilité sur la nacelle. Et du coup, qui nous permet de faire de la vidéo en Full HD et de la photo en 24 millions de pixels, que je peux déclencher directement à partir de ma télécommande. Ramène-le vers nous.
Voilà, parfait. Descends un peu. Parfait, hop. Ah bah en fait, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on prend drone et qu'effectivement on décolle et tout se passe très bien. C'est vrai que la notion de photographe est quand même très importante parce que du coup, le cadrage, les rapports avec le soleil, les angles de vue, c'est très important. Et c'est vrai que du coup, tout ça joue énormément pour la prise de vue. Et c'est vrai que c'est tout de suite très intéressant quand on est photographe de pouvoir avoir un autre point de vue que celui qu'on a tout le temps quand on est au sol pour pouvoir prendre des photos. Mes premières sensations quand j'ai filmé avec le drone, en l'occurrence avec Eric, ça a été beaucoup de stress au départ. Parce que bon, en l'occurrence, on fait voler une machine qui fait un peu plus d'1,20 m d'envergure, un peu moins de 4 kg, et qui coûte quand même beaucoup d'argent, parce qu'on n'est pas loin des 2 millions, et qui est à la merci de tout ce qui pourrait se passer. C'est tout de suite très stressant. Et puis finalement, de fil en aiguille, en volant très souvent avec Eric et mon deuxième partenaire Eric Manoukian, et donc de voir leur technique au niveau pilotage. Du coup, ça me rassure. Donc, plus on fait de vol et plus on est rassuré. Et finalement, c'est maintenant de très bonnes sensations. C'est-à-dire que dès qu'on prend de l'altitude et qu'on voit ce magnifique pays, et je pense que Eric Marty le voit aussi à travers les retours vidéo, c'est vraiment tout de suite des très belles sensations. Ouais, c'est un travail qui est quand même très sympa parce que bon, on a quand même un très beau pays. Donc on fait souvent des vols au-dessus de la mer parce que bon, on a quand même un magnifique lagon. Et c'est vrai que voler dans un cadre comme celui de la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même majestueux. On a la particularité de pouvoir voler très très bas. Et donc du coup, ça permet d'avoir des angles de vue qui sont un petit peu inédits. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être très proche du sol, mais en ayant quand même une perspective. Et du coup, en ayant un champ beaucoup plus large. Donc ça permet de se rapprocher très proche du sujet tout en ne le perturbant pas dans ses mouvements puisque du coup on est tout de même au-dessus de lui. Donc après c'est vrai que c'est une très grande révolution à ce niveau-là. Après la révolution vient également de l'autonomie de vol et des nouveaux systèmes de navigation qui évoluent de jour en jour. Et c'est vrai que ça nous permet aujourd'hui d'avoir des caméras qui sont stabilisées, d'avoir des drones qui sont de plus en plus précis. Et donc qui emmène des images qui sont de meilleure qualité. Cette sensation, elle a quand même assez souvent parce que cette machine paraît très petite dans un espace si vaste. Et c'est vrai qu'il vole au gré du vent parce que le vent joue aussi beaucoup sur son rapport de stabilité. Dès qu'on décolle avec le drone, on a un peu cette sensation d'être comme un oiseau. En fait, on a l'impression de voir le monde à travers les yeux d'un oiseau. C'est quand même très très beau de pouvoir voir le monde de plus haut, mais aussi proche, quoi. Nous sommes actuellement sur la presqu'île de Nouville et plus précisément au Kendu Beach, en compagnie d'Éric Desroches. Éric Desroches, bonjour. Bonjour. Vous êtes un passionné de modélisme, mais surtout un opérateur de drone. Disons que je suis devenu opérateur de drone grâce à la passion que j'avais pour le modèle réduit. Oui. Et alors, que faut-il faire lorsqu'on veut faire décoller justement un drone? Donc là, dans une activité commerciale comme celle qui est la mienne, on est obligé donc d'avoir
drone homologué et de connaître la réglementation et de s'y conformer, et notamment de passer un brevet qui permet d'avoir l'autorisation DGAC et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l'utilisation et l'exploitation d'un drone. Donc ça, c'est vraiment la partie administrative avant d'aller sur le terrain. Donc Eric, est-ce qu'on peut voir le décollage de ce beau engin volant? Absolument, on est là pour ça. C'est parti. Eric, est-ce que tu peux nous filmer là en même temps là? Il n'y a qu'à demander. Fait un petit ajustage de la caméra pour avoir le plan. Et là, on est en direct. Donc moi, j'ai un retour vidéo qui me permet de savoir exactement ce qui est à l'écran et ce qui sera enregistré comme image. Ça peut être aussi fait par un opérateur supplémentaire avec une télécommande et un retour vidéo qui lui appartient. Donc Eric, que faut-il respecter lorsque l'on fait décoller un drone? Donc pour faire décoller un drone, on doit délimiter une zone de sécurité dans lesquelles on n'ait pas d'obstacle et sur laquelle on puisse venir se reposer sans problème. Et lorsqu'il est en train de voler, faut-il respecter une certaine altitude ou on peut faire ce qu'on veut, n'importe comment? Tout à fait. On a en fonction des classifications de vol qui sont délimitées par l'aviation civile et le modèle utilisé, des zones d'évolution. Là, en l'occurrence, on est sur une utilisation de catégorie S3 qui donne des limites de vol de 150 mètres en hauteur et de 100 mètres en linéaire, avec une proximité personne, donc population de 30 mètres. Et donc, par exemple, là, on peut l'envoyer à 100 mètres et il va rester bloqué? À 150 mètres en hauteur, il restera bloqué. À 100 mètres en distance, c'est moi qui vais lui donner sa limite en fait, de vol. Alors Eric, que fais-tu pour garantir la sécurité des personnes si un drone tombe du ciel? Donc là, on est sur un drone qui est classé S3, donc survol d'agglomération et de population. Et il se doit, pour ce faire, d'embarquer un système de parachute pyrotechnique qui permet, en cas de problème, de couper l'alimentation du drone et de faire cette éjection des parachutes télécommandés. Donc c'est un système télécommandé qui est à part du système de télécommande du drone. Et ça permet au drone d'arriver avec une vitesse sol peu importante. Y a-t-il des zones où on ne peut pas voler? Absolument, les zones aéroportuaires, hein, on opère dans un espace aérien, donc forcément on rentre dans un espace qui est en principe contrôlé, qui est contrôlé par l'aviation civile, et on a des cartes et des cartographies qui sont intégrées dans ces appareils homologués qui nous empêchent de franchir ces zones de contrôle aérien. Donc, elles sont délimitées par des cercles sans interdit sur la carte GPS qu'on a sur notre contrôleur à distance, et elle nous montre exactement les endroits à ne pas franchir. Mais donc, est-ce qu'il y a une différence entre un drone de loisir dans le sens où est-ce qu'il faut une réglementation? Est-ce qu'on peut piloter comme on veut un drone de loisir? Pour la réglementation pour les drones de loisirs, elle s'est assouplie cette année et elle permet donc aux opérateurs, dans l'utilisation d'un cadre non commercial, de voler dans un terrain ouvert qui soit en dehors des agglomérations, donc loin de toute population, et de prendre des images. Donc les images sont autorisées maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. La prise d'image est autorisée pour des engins non commerciaux et dans un environnement où il n'y a pas d'habitation et pas de population, bien évidemment, avec une manipulation dans les limites visuelles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser le champ visuel pour l'utilisation de l'engin. Toujours en parlant de sécurité, et pour finir, as-tu des conseils à donner pour les personnes qui ont des drones de loisirs? Pour les personnes qui souhaitent pratiquer le modélisme, l'aéromodélisme, on a un club en Calédonie qui s'appelle les Alcyons,
qui vous donnera l'assurance déjà de voler dans des conditions optimales puisqu'ils ont un terrain et un club à Nakutacoin et vous profiterez certainement aussi de l'expérience des plus anciens dans cette discipline. Grâce aux nombreuses et différentes captures de données aériennes que les drones peuvent effectuer, les applications dans le secteur civil sont très diverses avec des applications potentielles dans des marchés tels que l'audiovisuel, l'industrie, l'agriculture et bien d'autres encore. Mais quel que soit le modèle et l'utilité, il faut toujours avoir à l'esprit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un drone, que ce soit pour une question de sécurité ou bien de respect de la législation. Merci de votre fidélité et soyez au rendez-vous pour notre prochain magazine. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur la toile avec les réseaux sociaux et sur notre site internet www.nctv.nc. Et n'oubliez pas, restez curieux. À bientôt!